terre en France. L'essentiel des enfants qui sont là-bas sont les enfants noirs ou en tout cas d'origine maghrébine. C'est ce qui a créé justement le repli sur soi de ces populations. Et quand une population est désespérée, elle tendra la main à n'importe qui. En tout cas, les gens n'ont pas compris pourquoi les chefs d'État africains sont partis là-bas pour manifester contre le terrorisme, entre guillemets, alors qu'ici, tout près en Afrique, au Nigeria, Boko Haram fait des ravages. Au Cameroun également, ils se disent bon, que ce serait peut-être bien de convoquer une réunion ou bien de marcher, de faire une marche, je ne sais pas quoi, pour lutter contre le terrorisme, alors que d'à côté, ici, ils sont en train de faire des ravages, les terroristes. Vous savez très bien que les organes d'intégration sous-régionale du MOA, en l'occurrence, ou même l'Union africaine plutôt, se sont prononcés plusieurs fois sur cette question. Aller soutenir un pays symboliquement est différent de lever une armée pour pouvoir combattre une institution terroriste, quelle qu'elle soit. Nous n'avons pas les mêmes moyens que les pays occidentaux. Ce qu'il faut plutôt, c'est s'organiser pour pouvoir lever une armée avec le soutien des institutions internationales telles que l'ONU, pouvoir lever des fonds à même de soutenir ces forces armées et régler cette question du terrorisme. Parce que, justement, si on ne la règle pas, elle va aller vers tous les autres pays d'Afrique et ça va créer une instabilité forte, autant en Afrique que dans les pays occidentaux. Alors, il faut qu'on appuie sur l'accélérateur parce que nous sommes dans la dernière partie de cette émission, encore 7-8 minutes à passer ensemble. Et c'est bien quand même de parler d'un point, quand même, de parler un peu d'économie. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, vous êtes le directeur des services régionaux de la Direction générale des impôts et des domaines. Le ministre du Budget a dit que bon, il attendait quelque chose comme 1000 milliards dans les caisses de l'État venant de la Direction des impôts. Est-ce que cela est possible? Comment allez-vous y faire? Comment comptez-vous également faire? Est-ce qu'on peut s'attendre à une hausse des impôts ou bien vous trouverez un peu des ressources ailleurs? Est-ce que aussi l'État peut continuer toujours à tirer ses recettes, on va dire, des impôts? D'abord, la première question. Heureusement que l'État tire ses ressources, justement de ses ressources propres. C'est-à-dire que c'est la contribution des Sénégalais au développement national et à la vie nationale. Ça ne risque pas d'asphyxier un peu les Sénégalais? Mais je vous explique, c'est-à-dire que vous avez posé une question technique qui est facile à régler. C'est-à-dire que cette année, nos réalisations sont de l'ordre de 914 milliards. Nous avons un taux de progression moyen de 10%. C'est-à-dire entre 2 années, au moins il y a un accroissement de recettes de l'ordre de 10%. Si vous faites 10% de 914 milliards, vous êtes presque à 990 milliards. Donc le cap de 1000 milliards est symbolique, mais il est facile à atteindre. Sans pour autant, d'ailleurs, que le gouvernement ne renonce aux grandes décisions qu'il a prises. C'est-à-dire de continuer cette baisse de l'impôt sur le revenu et de la laisser là où elle est. Et en même temps de réfléchir, parce que nous sommes en train de réfléchir à une baisse de l'impôt sur les sociétés. Contrairement donc à ce que vous pensez, c'est que les moyens qui vont être choisis ne seront pas des moyens de pression fiscale supplémentaire, mais c'est justement parce qu'il y aura un effet d'entraînement dans le cadre de l'activité économique. Parce que vous savez, en réalité, le principal client des entreprises dans un pays, c'est l'État. Donc si l'État a beaucoup de projets qui sont en train de dérouler, les entreprises génèrent beaucoup de chiffres d'affaires et, incidemment, payent beaucoup plus d'impôts que dans les périodes où l'État investit moins. Donc c'est l'embellie de la situation économique. C'est le choix volontaire du gouvernement de devoir investir grandement dans des infrastructures, en tout cas dans des projets porteurs. C'est ce choix-là qui va entraîner l'effet. Ne pensez-vous pas que là vous aurez quelques difficultés à atteindre un peu ces objectifs si jamais, l'État l'a déjà fait parce qu'il paraît que l'État a déjà signé en catimini les accords de partenariat et cela ne favorise pas un peu quand même la bonne marche, on va dire, des entreprises aussi qui ne peuvent pas rivaliser. L'État n'a pas signé? Comment voudrez-vous qu'un traité, parce que quand l'État signe avec un autre État ou en tout cas avec une autre institution, on appelle ça un traité international. Vous pensez que les traités internationaux sont mis sous les tables? Ce n'est pas possible. Donc toutes les personnes qui s'agitent comme ça ont tort? Je pense que la question essentielle. Vous confirmez que l'État n'a rien signé? Vous savez, l'APE, en fait, les APE, ce que ça veut dire, c'est des accords de partenariat économique entre l'Union européenne et ce qu'on appelle les pays ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique. Ces accords de partenariat économique ne viennent que, en fait, mettre en place ce que les autorités ont pris elles-mêmes comme choix, c'est-à-dire le choix du libre-échange dans le cadre de la coopération économique. Et le choix du libre-échange signifie que les pays de ce côté-là vont devoir, en fait, aujourd'hui nous vendre avec des facilitations douanières claires, vice-versa. Mais là, d'ailleurs, il y a eu un conditionnement, c'est que, justement, il y aura beaucoup de soutien, en fait, d'aide de l'Union européenne en matière d'infrastructure, d'agriculture, d'éducation, etc. Bon, peut-être que c'est ça la contrepartie. Cette question-là, elle est agitée même par le Parlement européen, par le Parlement français et beaucoup d'autres parlements de l'Union européenne.
qui disent qu'on veut asphyxier les économies africaines et que même à terme, ça peut créer une instabilité, source de guerre. Mais le problème ne se pose pas là. En réalité, les produits que nous exportons vers l'Europe ne sont pas les produits que nous importons de l'Europe. Donc la compétitivité de nos entreprises, elle est nécessaire. Et c'est à nos entreprises d'abord d'accepter d'avoir ce niveau de performance pour pouvoir entrer dans le marché européen. Mais comprenez que nos produits n'étant pas les mêmes, si nous vendions, supposons, je prends un cas simple, si nous avions une industrie du téléphone et qu'ils en avaient, et que leur société était plus compétitive que les nôtres, on pouvait dire qu'un rapport de ce genre-là pouvait être défavorable pour les pays africains. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas cette question. C'est quand même un processus de réflexion qui est en cours. Laissons les processus se dérouler librement. C'est juste qu'on est arrivé à la fin de l'émission. Mais juste la dernière question. Pourquoi acceptez-vous vraiment d'être des leviers de pression de l'État? Vous mettez la pression sur les entreprises privées. Mais nous ne mettons aucune pression, nous ne faisons que faire respecter des dispositions légales et réglementaires. C'est comme si vous voulez... Non, c'est comme si vous voulez poser la question à un policier qui est sur dans la circulation et que vous lui dites, mais pourquoi vous voulez contrôler les véhicules pour savoir s'ils ont leur visite technique ou leur assurance? C'est la même chose. Vous faites souvent du redressement fiscaux aussi. Non, notre travail, de gauche à droite aussi. Justement, notre travail c'est ça. C'est pas l'État qui vous envoie? Notre travail, c'est entre autres ça. Non. Nous avons un code, ce qu'on appelle le Code général des impôts. C'est sur la base du respect ou non des dispositions du Code général des impôts qu'il peut y avoir des régularisations. Parce qu'on voit ça souvent dans la presse, hein, quand un organe commence à secouer un peu l'État, entre guillemets, il y a un politique qui envoie un inspecteur des impôts automatiquement pour faire un redressement fiscal, pour fermer la bouche un peu de l'organe. Peut-être que les journalistes pourront se retourner d'ailleurs contre leur patron. Oui. Est-ce que vous concevez que c'est normal que Cheikh Diaby, chef d'entreprise, dise à son employé, je devais te payer 150 000, mais je te paye 130 000 parce que les 20 000, je vais les reverser pour ta retraite et pour tes impôts, et qu'après, on se rende compte que Cheikh Diaby n'a pas reversé ses impôts. C'est grave. C'est ça les principales fautes qu'on peut remarquer dans ces cadres-là. C'est le défaut de reversement des impôts qu'on prélève des employés, c'est le défaut de reversement de la taxe sur la valeur ajoutée que ces éditeurs de presse prennent au niveau de leurs clients, annonceurs, etc., etc. Mais vous savez très bien que le président de la République a une attention particulière parce qu'il considère que le secteur de la presse est un secteur en difficulté. Et c'est pourquoi il leur accorde très souvent des concessions. Mais si on devait faire le travail convenablement, peut-être qu'on ne serait pas là où on est. En tout cas, c'est un immense plaisir de vous recevoir toujours sur un plateau de télévision. Pour le prochain numéro, nous aurons vraiment l'occasion de revenir sur tout cela, parce que je voudrais vraiment faire un débat sur ce point avec vous, des questions que vous maîtrisez bien. Merci à vous infiniment, El Hadj Mamboy Diao. Je rappelle juste que vous êtes le directeur des services régionaux de la Direction générale des impôts et des domaines. Vous êtes aussi responsable politique de l'APR à Kolda. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est terminé. J'aurais bien voulu peut-être savoir un peu votre avenir politique et comment ça se passe un peu avec Bibi Baldé, Abdoulaye Bibi. Ça a été un peu des tiraillements lors des élections locales. Hein. J'ai toujours dit que la politique appelle à un choix d'ambition qu'on assume de façon légitime. Maintenant, c'est fini. C'est le grand amour entre vous. Quitte de mon avenir politique, quand même, je pense à la lecture du discours que nous avons eu tout à l'heure. Vous savez que je suis fortement ancré dans le soutien que j'apporte au président de la République. Si je devais me caractériser, j'allais dire d'ailleurs que je suis un maquiste. Mais maintenant, dans le cadre de l'animation politique au niveau local... Vous n'avez jamais boudé les instances du parti. Hein. Vous soutenez et vous parlez d'une personne alors qu'il y a beaucoup d'autres leaders de grande envergure au niveau de Kolda et que vous ne voulez pas citer. Donc, par respect pour tout cela, je considère que quand le combat politique doit être mené pour la massification de notre parti, on sera ensemble. Quand le combat devra être mené pour la réélection du président de la République, on le fera ensemble. Le fait de taire son nom confirme réellement que vraiment ce n'est pas le grand amour entre vous. Vous voulez parler d'Abdoulaye Baldé? Non, je ne tais pas son nom. J'ai dit que le fait de ne citer que son nom et d'oublier mes autres frères de parti, je parle du député Alpha Baldé, je parle de M. Sanoussi Diakité, qui est le directeur général de l'ONFP, je parle du Conseil économique et social Mortala Diaye, et beaucoup d'autres leaders, le président du Conseil départemental Moussa Baldé. Vous voyez, si vous me faites citer des noms, je vais en oublier d'autres et je vais en frustrer d'autres. C'est pourquoi j'ai évité de citer quelqu'un. Mais nous sommes tous là quand il s'agit du combat pour le développement de Kolda. Nous sommes là quand il s'agit de l'implantation de notre parti. Et nous sommes là aussi quand il s'agira de la réélection de notre président de la République. Et là, c'est vraiment terminé. Merci à vous, M. Diao. Merci, chef. Merci également à vous, les téléspectateurs. C'est la fin de ce 3e numéro de votre émission Le Plaidoyer. On se retrouve dans une semaine.